7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Maud. Bonne année. Oui, à vous également, bonne et sainte année. Merci beaucoup. Alors, vous nous emmenez cette fois-ci dans une destination un petit peu particulière, un peu inattendue. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est inattendu, l'Irak. Oui. Alors, il s'agit du Kurdistan irakien, pour être tout à fait précis, parce que l'Irak reste difficile d'accès, Bagdad, Mossoul. On aimerait pouvoir retourner à Mossoul et voir les restes de ces quartiers chrétiens, les églises en cours de reconstruction. Malheureusement, pour le moment, il est difficile de s'y rendre. Nous ne pouvons pas y aller. On y attend. On attend de pouvoir le faire peut-être l'an prochain, je ne sais pas. Mais toujours est-il que depuis quelques années, nous proposons avec Benjamin Blanchard d'aller à la rencontre de ces chrétiens d'Irak, de ces chrétiens du Kurdistan. En réalité, ces chrétiens d'Irak qui se sont réfugiés au Kurdistan, ou de ces chrétiens qui vivent au Kurdistan depuis toujours. On est dans une région qui a été christianisée depuis le début, depuis le 1er siècle de notre ère, après Jésus-Christ donc, avec des chrétiens chaldéens qui sont là depuis absolument toujours, qui souffrent, qui sont persécutés, et on se souvient tous, et cette année ce sera un anniversaire de 2014, avec évidemment cette nouvelle abasourdissante de Daesh qui entre dans ces régions, qui fonce sur Mossoul, qui prend Mossoul et qui s'étend dans toute la plaine de Ninive en chassant justement ces chrétiens de Mossoul, de Karakoj, vous vous en souvenez certainement, Maud. Et il y a eu ces petits miracles, notamment avec le père Nabil qui, de Mossoul, a réussi à donner tous ces livres, tous ces manuscrits anciens qui n'ont pas d'âge. Certains remontent au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. C'est extrêmement ancien. Il a réussi à les sauver, à les faire passer grâce aux réfugiés qui partaient au fur et à mesure. Et il y a eu des petits miracles comme cela. Le père Nabil qui s'est beaucoup occupé justement de ces réfugiés dans des camps autour d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, et le père Nabil qui a fait un travail extraordinaire pour conserver, numériser tous ces manuscrits. Et lors de ce voyage, au mois d'avril prochain, évidemment, nous aurons une rencontre avec le groupe et le père Nabil, qui est devenu évêque d'ailleurs, et qui est dominicain. Et donc, pardonnez-moi, je suis un peu prise, pour voir tout ce travail qui a été accompli. Donc, vous voyez, c'est un voyage très particulier, c'est un voyage avec des témoignages, avec des rencontres sur place, comme on aime en proposer chez Olivia. C'est un voyage qui aura lieu du 13 au 20 avril 2024. Il y a déjà des inscrits, il y a déjà des personnes qui vraiment sont sur les rangs, elles sont déjà prêtes à partir. Il reste encore des places. C'est assez facile d'aller au Kurdistan irakien en réalité. C'est très sûr aussi, c'est une région qui est sécurisée. Ça, c'est le paradoxe oriental. C'est-à-dire qu'il y a des régions à 70 km où on ne peut pas aller, et puis des régions justement qui sont très très sécurisées. Donc profitons-en. Oui, absolument. C'est un voyage qu'on a déjà fait, et les gens étaient revenus absolument enchantés. Très bien. Et vous, à chaque fois que vous allez, vous l'avez déjà fait une fois, plusieurs fois ? Alors on l'a proposé 2 fois déjà. D'accord. Et à chaque fois avec SOS Chrétien d'Orient ? Oui, avec SOS Chrétien d'Orient et avec Benjamin Blanchard qui connaît bien toutes ces destinations, qui est évidemment spécialiste de la destination, puisqu'il s'y rend, j'ai envie de dire, plusieurs fois par an. Peut-être un peu moins ces derniers temps, mais il connaît très très bien. Il a un beau carnet d'adresses aussi à nous partager sur place. Bien sûr, il y a des rencontres avec les volontaires de la SOS Chrétien d'Orient qui sont là-bas depuis 2014. C'est vrai qu'au départ, l'association s'était rendue pour vraiment, c'était parmi les premiers pour aider ces populations qui arrivaient, qui affluaient comme ça vers Erbil. C'était un moment très très choquant pour eux d'ailleurs. Ils se sont rendus à Ankawa dans un quartier, ce qui est devenu un quartier chrétien, qui était un camp en réalité.
où s'agglutinaient toutes les familles. Donc voilà, on a toute cette partie autour d'Erbil. On propose également, pour ceux qui connaissent, d'aller un peu plus au nord-est d'Erbil, à Dohuk. On passera bien sûr, vous passerez, chers auditeurs, si vous vous inscrivez, donc à Alcoche, qui est une zone absolument extraordinaire au pied d'une montagne, un petit village chrétien. C'est d'un paisible extraordinaire, je croirais, dans l'Ancien Testament, et ça tombe bien puisque c'est là où se trouve la tombe du prophète Naoum. D'accord. Qui était originaire de Galilée et dont parle l'Ancien Testament, figurez-vous. Donc c'est vraiment passionnant de voir toute cette plaine de Ninive dont parle d'ailleurs tant et tant la Bible, puisque Ninive avait été la capitale du puissant empire assyrien. Et donc c'est étonnant parce que le chapitre 2 pardonnez-moi, donc il y a un chapitre en tout cas qui parle en particulier de la destruction de Ninive et qui préfigure finalement ce qui s'est passé en 2014, une sorte de fin du monde, et c'était bien le cas en 2014. Alors le monde a repris, la vie a repris, ces populations, certaines sont revenues dans leur village. Alcoche avait été épargné par Daesh. C'est un très très joli village avec au-dessus un magnifique couvent creusé dans la montagne. C'est le monastère de Rabat Hormizd qui domine toute la plaine. Il est fondé au VIe siècle, figurez-vous, Maud. C'est quand même, ça n'a pas d'âge, c'est extraordinaire. C'est un monastère en partie troglodyte. C'est vraiment très 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 beau. Ça vaut le détour, voilà, ça vaut le détour. Bien sûr, le groupe passera également à Marmati, dédié à Saint Matthieu. Là également, c'est un autre couvent, un autre monastère accroché à flanc de falaise, dans un cadre vraiment à couper le souffle au-dessus de la plaine de Ninive, toujours. C'est un monastère orthodoxe où il y a encore des moines, une petite communauté de religieux. Moi-même, quand je m'y étais rendue, nous avions déjeuné là et c'était un moment tout à fait extraordinaire. Ils ont vécu des mois d'angoisse parce que Daesh était en contrebas et Daesh n'est jamais monté jusqu'au monastère, et ça c'est quand même une grâce inouïe. Donc vous voyez, c'est un très très beau voyage. C'est sûr que c'est pas un voyage touristique habituel, encore que je vous l'ai montré, il y a des sites majeurs à visiter, mais un voyage vraiment avec des rencontres, des témoignages, et c'est ça qui fait la particularité et l'intérêt de ce voyage dans le Kurdistan irakien. Et que faut-il savoir lorsqu'on s'embarque dans ce type de voyage, même si ça reste très bien encadré, voilà, mais est-ce qu'il y a des choses à savoir malgré tout en arrivant dans ce pays ? Alors, en arrivant dans le Kurdistan irakien, vous serez sans doute surpris, c'est extrêmement développé. Il y a des hôtels incroyables à faire pâlir tous nos hôtels occidentaux. C'est organisé, le Kurdistan irakien, c'est riche parce qu'ils sont riches de leur pétrole. Ouais. En termes de sécurité, si c'est la question que vous voulez aborder, il n'y a rien de particulier. Il faut faire preuve d'attention, mais comme on peut comme en faire preuve à Paris, dans le métro, etc. Mais pas plus que ça, déjà. Vraiment, moi qui suis allée plusieurs fois, je n'ai jamais eu peur, je n'ai jamais eu d'angoisse particulière. Bon, voilà, on est peut-être... ce sont des zones actuellement qui sont calmes, il faut le dire. Voilà. De toute façon, je me doute bien que vous ne prendriez pas le risque d'emmener des touristes dans des zones dangereuses. Non, alors ça certainement pas. Et de toute façon, mais je crois qu'on l'a déjà dit sur cette antenne, si jamais il y avait le moindre risque, le moindre doute, on arrêterait tout et on reporterait le voyage. Ouais. Bien sûr. Y a-t-il d'autres voyages prévus en ce début d'année Oui, alors on a pas mal de voyages, c'est très gentil d'en parler. C'est vrai que le mois de février va être assez chargé, figurez-vous, et donc on en est très très heureux. Alors déjà, là, on a un voyage qui parle dans le Grand Sud algérien au mois de janvier, pour commencer avec le mois de janvier. On a également un voyage qui part à Oman, Abu Dhabi et Dubaï fin janvier également, que j'aurai le plaisir d'accompagner. Et puis en février, on a tout un tas de choses. On a Naples
sur 4 jours qu'on a intitulé Intermezzo napolitain du 9 au 12 février. Il y a la Jordanie du 17 au 24 février. Il y a un voyage en Castille, donc en Espagne, en février également, du 18 au 23. D'accord. Il y a un voyage à Rome, etc., etc. Donc oui, il y a l'Andalousie aussi qu'on propose au mois de mars, etc. Ah oui, Donc, effectivement, vous avez il y a tout un tas de destinations pour essayer d'aller voir le soleil en cette période de grisaille intense. Ça fait du bien. Ça fait du bien le soleil de Naples au mois de février. Ça recharge les batteries. Ouais, très beau programme. Il nous reste 3 minutes. En 3 minutes, on pourrait peut-être parler peut-être de certaines traditions irakiennes. Je sais pas, on parle souvent de gastronomie quand on va en Italie et tout ça. Et là-bas, quelles sont les traditions? Alors, je ne sais pas si on peut parler de tradition culinaire, mais c'est déjà, on est en Orient. Donc Ouais. l'Orient, eh bien, c'est une nourriture à base de riz. Ça, on le sait peut-être pas assez. Mais déjà au Liban, en Jordanie, etc., c'est pas du tout la semoule ou le blé qui est la base de la nourriture locale, c'est déjà le riz. On est tourné vers l'Asie, vers les échanges, c'est comme en Iran, etc. Le plat de base, c'est du riz. Et donc avec des accompagnements de viande en sauce, notamment du poulet. On mange beaucoup de poulet en Irak et ils savent faire comme personne les brochettes de viande ou de poulet. Et c'est vrai que c'est une saveur toute particulière. Après, je ne dirais pas, je préfère être honnête ou en tout cas peut-être critique, mais qu'on peut parler de gastronomie irakienne. Voilà. Mais c'est vrai que néanmoins à Erbil, vous avez beaucoup de Libanais, donc on peut manger libanais. Vous avez beaucoup de cultures différentes, on va dire, et donc de cuisine un petit peu internationale, et ça reste tout à fait agréable. Voilà. D'accord. Et après, ce qui est international aussi, c'est la bière. Vous savez, ah oui, dans tous les pays du monde, on trouve de la bière, et donc vous en trouvez aussi en Irak. il existe de la bière irakienne? Voilà, ouais, tout à fait. Ah oui, Ah, mais la impressionnant. bière, c'est universel. Très bien. Bon, c'est une raison supplémentaire d'aller là-bas. Et peut-être parler de la température aussi. Alors au mois d'avril, là, c'est l'idéal en fait. C'est le printemps. Mars, avril, ce sont vraiment les mois les plus agréables de l'année, avant que justement les fortes chaleurs n'arrivent. C'est un voyage qui est prévu du 13 au 20 avril 2024. Et donc, c'est la période extraordinaire où tout est vert, en fait. C'est très, très beau. Parce que même le désert fleurit, c'est la plaine de Ninive, c'est quand même semi-désertique. Eh bien, vous avez ces petites touffes de verdure qui font que c'est très joli. Et puis surtout, voilà, en plein milieu de la journée, on est bien. On est en bras de chemise, il fait bon. Et puis, voilà, on n'est pas encore harassé par la forte chaleur comme au mois de juillet et août. D'accord. Il faut éviter d'aller dans ces destinations, évidemment. Alors, pour s'inscrire, j'imagine qu'il faut se rendre sur le site odeya.fr. Tout à fait, odeya.fr. On peut même taper directement sur Google, sur un moteur de recherche, en indiquant Odeya Irak, et vous tomberez directement sur le voyage en question. Voilà. D'accord, excellent. Écoutez, merci beaucoup Sophie Mageran pour cette chronique voyage. J'invite tous nos auditeurs à se rendre évidemment sur le site odeya.fr et puis on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.